Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission Le Touche à Tout, j'aurai deux invités. Et le premier, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est un de mes chroniqueurs réguliers, puis qu'on n'avait pas eu le plaisir d'avoir depuis la première émission, puis même tu n'y étais pas. Je parle de Jean-Louis Jacques, le directeur général du comptoir familial. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir. Alors, on parle du comptoir familial. On est au début de décembre. Est-ce que c'est une bonne période pour vous autres, tant au niveau de la réception des articles que de la vente? C'est sûr que cette période-là, c'est la période calme qui s'en vient. Hein. Quand il arrive le mois de décembre, les gens sont habitués d'aller magasiner dans d'autres magasins, même si on a encore un bon achalandage, là. Mais pour ce qui est du matériel qu'on reçoit, c'est la période plus calme qui s'en vient. Sauf que les gens, ils ont tellement été généreux cette année que ça nous a permis d'emmagasiner pas mal de matériel qu'on va pouvoir mettre à disposition des gens là, dans les mois qui viennent. D'ailleurs, je remercie les gens parce que cette année, ça a été vraiment exceptionnel, là. On a connu une année record au niveau de la réception de la marchandise, là. On a eu vraiment beaucoup de matériel. Les gens, ils sont vraiment sensibilisés là, avec, bien sûr, les informations que je donne quand je viens te rendre visite, c'est sûr. Puis aussi, il se fait beaucoup de bouche à bouche là, dans la région. Puis les gens, ils sont vraiment généreux vis-à-vis le comptoir familial. Mais ça, c'est très important. Mais est-ce que l'agrandissement ou les agrandissements que vous avez faits, puis les améliorations, est-ce que ça peut y être pour quelque chose aussi? Tout à fait. On s'est aperçu durant la dernière année qu'on avait vraiment bien ciblé là, le développement qu'on avait fait. La preuve de ça, c'est que cette année, on a géré... la première année, on avait géré tout près de 900 tonnes. Et puis cette année, là, on parle de plus de 1200 tonnes. Alors, c'est énorme là, comme matériel qu'on a reçu cette année, là, et puis on en est bien heureux. Hey, mais c'est un bon pourcentage, ça, de partir de 9 à 12, là? Oui, c'est quand même pas mal de matériel de plus qu'on a reçu, là. Puis, comme je le disais tantôt, là, au niveau des infrastructures qu'on a mis en place, bien, c'est beaucoup plus facile pour l'équipe de travail. Et puis, les commentaires qu'on a des personnes qui viennent apporter du matériel, là, ils sont enchantés de voir la façon là, qu'ils peuvent le faire. Puis, je pense que ça se dit beaucoup dans la région, puis dans la communauté. Puis, c'est ça qui fait que le comptoir familial là, a vraiment là, un succès incroyable. Oui. Et quand tu parles de l'augmentation du tonnage, là, est-ce que ça a un rapport avec l'entente que vous avez avec la ville de Thetford? Ils vous payent pour... Rappelle-moi un peu, là, c'est quoi l'entente avec la ville de Thetford qui vous donne un certain montant d'argent et puis que c'est avantageux pour la ville aussi? C'est avantageux pour tout le monde. Oui, effectivement. Premièrement, c'est un partenariat qu'on a depuis avril 2011. Oui. Où la municipalité de Thetford nous a aidés à mettre en place des infrastructures pour être capable de calculer, là, ni plus ni moins, le matériel qu'on était capable de détourner du site d'enfouissement. Si on regarde depuis, j'ai amené quelques notes, là. Si on regarde depuis le tout début, où on a commencé là, vraiment à calculer précisément ce qui rentrait au comptoir, on parle de 2865 tonnes depuis avril 2011. Alors, ça peut être du textile, ça peut être de la vaisselle, ça peut être, bien, au niveau du textile, par exemple, on parle de 1224 tonnes. On parle en ameublement de 641 tonnes de matériel. En électroménager, 197 tonnes. Au niveau des articles comme la vaisselle puis ces choses-là, 37 tonnes. Puis dans les articles d'hiver, là, quand on parle de bibelots, de cadres, de tout ce qui peut se retrouver ni plus ni moins dans une maison, là, que nous autres, on met dans une catégorie, là, on parle de 1094 tonnes. Et l'entente avec la ville de Thetford Mines, Thetford vous verse un montant à la tonne? Oui, c'est un montant de 68 la tonne. Présentement, pour la ville de Thetford, quand ils sont obligés d'enfouir une tonne de matériel,
on parle de 109 la tonne. Alors, c'est une économie pour le concitoyen, pour chaque tonne détournée, de 41 $. Si on part du mois d'avril 2011 jusqu'à aujourd'hui, là, on parle de... Quasiment 120 000 d'épargne. 117 500 $. Bon. Fait que c'est toute une économie pour le concitoyen. Donc, là. autrement dit, c'est une entente qui est bonne en 3 volets. La Ville de Thetford épargne, vous autres, vous avez de l'argent, puis en plus, on récupère. Absolument. Et puis, ce qui est intéressant, bien, comme tu le sais, on a gagné le prix en 2012 d'entreprise d'économie sociale, puis on en est bien fiers. On parle du prix Zénith, là. Du prix Zénith. Et puis, ce qui est intéressant puis qui est valorisant dans tout ça, c'est que on fait beaucoup, nous autres, de réinsertion, d'insertion au travail. Alors, on a réussi grâce à ça, parce que faire de l'économie sociale, c'est pas de faire des sous puis de les engranger, hein, c'est de les partager, c'est d'en faire profiter la communauté. Donc, on a créé 3 emplois avec les redevances qu'on a eues de la Ville, là. Alors, c'est 3 emplois à temps plein? À temps plein. Ah oui. Alors, c'est quelque chose, là. Oui. Ça, c'est un autre avantage, ça, là, oui. de cette entente-là. Puis quand tu parles que vous n'êtes pas là pour engranger des profits, on est au début de décembre. J'imagine que vous allez être encore généreux, que ce soit au niveau de la vigne, des Saint-Vincent-de-Paul, et puis le Noël du partage, là. Absolument. Encore cette année, on a donné à la Banque alimentaire 10 000 Ça, la Banque alimentaire, c'est la vigne. La vigne. OK. Noël du partage, on a participé pour plusieurs milliers de dollars aussi à Noël du partage. Et puis, c'est sûr qu'on travaille étroitement avec les Saint-Vincent-de-Paul de toute la ville. Alors, quand ces organismes-là qui font de l'aide directe ont des besoins, eh bien, nous autres, on est là pour répondre à leurs besoins à ce moment-là, là. Au cours des dernières semaines, peut-être il y a un mois, là, on a vu dans l'hebdo, à un moment donné, un article qui était paru où il y a des gens qui se sont plaints un peu en disant que au comptoir familial, il y avait des articles qui étaient offerts à des prix élevés. OK. Qu'est-ce que le directeur général a à dire sur ça? Bien, comme je l'ai expliqué un peu dans le journal à ce moment-là, quand l'article a été fait, c'est que c'est sûr qu'il y a des articles... Et on vise une clientèle là, avec certains articles qui sont... Ça peut être des antiquaires, ça peut être des personnes qui recherchent certains objets. Puis les articles dont on parle, c'était des antiquités, hein? Alors, qui ont une certaine valeur. Alors, nous autres, la façon qu'on travaille, puis qu'on veut que les choses se fassent, c'est que si un article que vous amenez, que n'importe qui peut amener au comptoir a une certaine valeur, bien, on va aller chercher la pleine valeur de cet article-là. Puis, les profits qui sont faits à la vente, bien, c'est pour aider à notre mission et puis aider les organismes qui ont besoin des sous pour remplir les... Bien, comme on disait, là, on en a nommé quelques-uns. Mais parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que n'importe qui peut aller au comptoir et n'importe qui peut acheter. Tout à fait. Donc, si vous avez un meuble ou peu importe, quelque chose qui a une valeur pour un antiquaire, si quelqu'un va le chercher puis qu'il paye 5 $ parce que vous le vendez 5 $, puis que lui, il s'en va dans sa boutique puis il leur vend 110 $ ou 50 $, les profits que lui fait ne vont pas au comptoir. C'est un peu dans ce sens-là que tu dis ça. Absolument. Puis moi, je pense que c'est important. Je pense que les gens... on croit que les gens nous amènent des choses pour qu'on puisse les vendre là, de façon à être capable de faire fonctionner l'organisme lui-même, puis de remplir notre mission d'aider les démunis. Alors, quand des choses comme ça se présentent, quand on a des objets qui ont plus de valeur, qui ont une valeur ajoutée, comme on pourrait dire, bien, on essaie d'aller chercher le maximum là, avec ces objets-là. Et puis, quand on parle d'aide directe, soit par des dons d'argent pour acheter de la nourriture pour la vigne, ou pour recevoir des personnes qui sont référées par les Saint-Vincent-de-Paul, ou quand ils reçoivent des vêtements, c'est gratuit. Quand ils reçoivent des meubles, c'est gratuit aussi. Alors, c'est l'aide aux démunis
La mission est toujours là, présente, comme au début, quand le comptoir familial a été fondé. Cette mission-là reste là intégralement. Sauf qu'il s'est rajouté des choses au niveau quand on a développé, bien, on a développé dans d'autres missions. On a été un petit peu plus... on a avancé un petit peu plus sur la réintégration des gens. La preuve, comme je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, quand j'ai commencé, moi, ça fait près de 23 ans que je suis au comptoir familial. J'étais le seul employé. Au moment où on se parle, on est plus de 20 employés. Hey, Alors, oui, hein? bon, fait que c'est des personnes, pour la plupart, qui ont tous été intégrées. Alors, je pense que moi, comme citoyen, comme donateur, je suis fier de savoir que quand je vais porter un sac ou un objet ou quelque chose que ce soit, bien, l'organisme le retransforme, le redistribue, soit en créant des emplois, soit en aidant des organismes qui sont dans le besoin. Tout en protégeant l'environnement. Absolument, parce que hein, on est d'accord là-dessus, c'est que le comptoir familial est devenu un acteur important au niveau de l'environnement là, dans la région de Thetford. Oui. Et j'imagine que ça aide aussi au niveau social. Comme tu dis, s'il y a quelqu'un de Saint-Vincent-de-Paul qui va vous voir, vous donnez du linge ou vous donnez des vêtements, c'est-à-dire des vêtements, oui, puis des meubles. Oui, vous les donnez? Bien, on les donne. Les vêtements sont redistribués à ces gens-là gratuitement. Les Saint-Vincent-de-Paul n'ont pas à... Ils nous réfèrent la personne tout simplement. Nous, on s'occupe de combler les besoins qu'il peut y avoir au niveau vestimentaire. Et puis, au niveau des meubles, bien, nous autres, on les livre gratuitement aux gens. Les gens, ils n'ont pas à les payer parce que c'est les Saint-Vincent-de-Paul qui se chargent d'y voir pour eux autres. Ouais. Puis, les Saint-Vincent-de-Paul, ils ont un pourcentage d'escompte là, quand ils achètent les meubles au comptoir familial. Ah, bon. Okay. Fait que, en général, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que ce soit un échange gagnant-gagnant ou, en général, quand ils ont à débourser pour un meuble, bien, c'est à peu près la valeur de la dépense que nous, on a eu à faire pour l'acquérir, puis le réparer, puis le mettre en ordre. Le temps de l'émission, Jean-Louis, est presque terminé. Tu me disais que tu aimerais ça, parce qu'on est au début du mois de décembre, là. Ça fait déjà presque un mois qu'on entend de la musique de Noël. Alors, si tu as un message à livrer aux gens, profite-en. Bien, c'est sûr que je veux souhaiter à toute la population de Thetford de très joyeuses fêtes. Et puis, une bonne année 2014. Et puis, j'ai 2 autres petits remerciements à faire là, au niveau de la troupe des Cabotins puis de la troupe du Théâtre des Bâtisseurs, parce que à quelques reprises cette année, ils ont permis à des employés puis à des bénévoles d'aller voir des pièces de théâtre gratuitement par le don de billets. Alors, je les remercie beaucoup parce que ça a été très, très apprécié par les gens du comptoir familial. Merci beaucoup, Jean-Louis. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un représentant d'une compagnie qui a remporté un prix Zénith lors du dernier gala qui s'est déroulé au mois de mai 2013. Un représentant de la compagnie qu'on appelle Houblon Québec. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jordan Roy. Bonsoir, Jordan. Bonsoir. Félicitations pour le prix. C'était le prix en économie sociale, hein? Exact. Une compagnie qui gagne un prix en économie sociale, c'est un peu pourquoi, non? Bien, je pense que le milieu économique dans la région voit se développer Houblon Québec. Évidemment, les gens en ont entendu parler, les gens savent un peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Mais surtout, dernièrement, je pense qu'Houblon Québec a vraiment pris sa place dans le milieu avec l'embauche d'un directeur général, avec mon embauche l'an passé. Oui, parce que là, je pense que tu es le seul employé régulier là, exactement, de cette compagnie-là, qui là joue. Qui loge au cégep. Au cégep? Oui, carrément, dans le pavillon. Est-ce que c'est parce que les étudiants prennent du houblon ou c'est quoi? Peut-être, inconsciemment, c'est possible. D'où ça vient, justement, le fait qu'on retrouve une compagnie qui s'appelle Houblon Québec au cégep? Bien, en fait, dans le département d'administration, il y a un cours qui était dans le développement de nouveaux projets d'affaires où est-ce qu'une équipe d'étudiants ont eu pour tâche
trouver une opportunité d'entreprise et de bâtir un projet. Eux ont identifié, à ce moment-là, il y avait une pénurie de houblon au Québec, ont identifié le houblon comme étant une possibilité. De fil en aiguille, à force de travailler sur ce projet-là, les profs qui étaient alentour se sont rendus compte qu'il y avait une opportunité qui était excellente à ce niveau-là. Ça s'est parlé, ça s'est développé. Et puis, avec l'initiative de profs comme Hélène Harrison ou les autres enseignants aussi du département d'administration, le projet a tellement gonflé et a tellement eu de support dans la région que finalement, en avril 2012, ça a été une incorporation officielle et on a lancé. Et c'est devenu une véritable compagnie. Une véritable compagnie, des vraies activités. Et là, quand on parle d'houblon, on a tendance à penser bière. Oui. Est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que Houblon Québec fait? Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Houblon Québec, en fait, c'est un regroupement. On parle d'une coopérative de solidarité. Ah, c'est une coopérative? Exactement. Okay. Il y a plusieurs types de membres au sein de la coopérative, mais les membres principaux, ce sont les membres producteurs, ceux qui font la production du houblon. Donc, c'est des gens qui ont une ferme où est-ce qu'ils font pousser du houblon. Leur tâche à eux, c'est de le faire pousser. Et nous, chez Houblon Québec, une fois qu'il est prêt à être récolté, on y va, on le récolte. Et de la récolte jusqu'à ce que ce houblon-là soit transféré, vendu aux brasseurs, c'est la coopérative qui s'en occupe. Donc, on parle de la récolte, du séchage, de la granulation, on va le mettre sous forme de granules, c'est ce que les brasseurs veulent, de l'emballage et du shipping. Et à partir de ce moment-là, le houblon, en fait, c'est une plante qui est utilisée pour le brassage de la bière. Donc, les brasseurs achètent une quantité de houblon et dans leur recette, dépendamment de quelle recette, ils vont prendre un type de houblon, un autre type, une quantité ou une autre. Et c'est ce qui fait qu'on a toutes ces sortes de bières-là au Québec. Et ça, depuis avril 2012, là, c'est une compagnie, puis vous opérez justement, vous alimentez, c'est le cas de le dire, j'imagine plutôt des microbrasseries. Absolument. Et à partir du houblon que vous recevez de vos sociétaires. Absolument. Et les sociétaires se retrouvent où? Un peu partout au Québec? Ou? Partout au Québec. On n'a pas de limite pour ce qui est des applications pour les membres. Actuellement, on en a qui sont en Estrie, on en a dans le coin de Montréal, dans le coin de Québec. Ici, à Sainte-Sophie d'Halifax, on en a un à Saint-Jules. On a plusieurs producteurs qui sont sur le point de se lancer en Gaspésie, au lac Saint-Jean. En Ontario, à la limite, on s'est fait approcher. Partout où le houblon pousse, les gens le savent que ça peut pousser. Il y a des gens qui sont intéressés à le faire pousser. Et évidemment, eux savent qu'ils ont besoin d'une coopérative pour faire la transformation. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils nous approchent. Mais partout où ça pousse au Québec, nous, on a une possibilité d'être présent. Et pourquoi que Houblon Québec a gagné un Zénith? Tu penses, là, tu es là depuis le début, là, depuis que c'est toi, là, le permanent. Vous avez gagné pourquoi? Bien, je pense que les gens du milieu socio-économique dans la région sont conscients du potentiel de cette initiative-là. On parle d'une initiative qui, dans des temps où est-ce qu'on est présentement, est directement dans l'innovation et est aussi dans un secteur qui est très propre à la région en agriculture. Donc, on lit deux éléments juste là qui sont très intéressants. Et c'est un produit qui est nouveau, c'est un produit qui est à la mode, la bière de microbrasserie. C'est un produit qui, je pense aussi, les gens sont conscients qu'il y a un potentiel de développement économique avec le projet Houblon Québec qui est énorme. On est au début, mais pour ce qui est de la vente du houblon et du marché du houblon actuellement au Québec, on pourrait multiplier par 20 ce qui se fait actuellement au Québec en termes de production dans l'ensemble du Québec. Et on le vendrait toujours. Mais il y en a combien de compagnies un peu qui peuvent ressembler à ce qu'on a ici, là, au Houblon Québec, au Québec? On voit des gens qui commencent dans le houblon, donc des producteurs qui sont plus indépendants, qui font des tests, qui essayent des nouvelles choses. On a quelques regroupements par-ci, par-là de producteurs, mais des entreprises qui vraiment font la transformation telle qu'on l'a fait avec un processus rigoureux, une attention particulière, très pointue sur la qualité, il n'y en a pas. On est les seuls. Vous êtes les seuls. On est les seuls. Et si je comprends bien, le potentiel est immense. Est-ce que c'est en partie dû au fait que, au cours des dernières décennies, il s'est développé au Québec beaucoup de microbrasseries qui présentent des produits très particuliers, très pointus. Est-ce que c'est à ceux-là
à ces microbrasseries-là que vous répondez à ces besoins-là. Absolument. Oui. Ce qu'on observe que les brasseurs, c'est des artisans, hein, finalement. C'est presque des artistes. Oui. Ils font des tests, ils essayent des nouvelles choses, ils essayent des recettes spéciales, spectaculaires, des nouveaux ingrédients et tout ça. Et ils font des tests aussi avec les houblons. Donc, ils ont besoin d'avoir un houblon de différentes sortes, de différentes variétés. Et puis, le fait que le houblon qu'ils vont acheter chez Houblon Québec est un houblon québécois, c'est quelque chose qui est très attirant pour ces brasseurs-là, qui souvent ont une pensée ou une préoccupation pour des produits locaux, pour de la production d'aliments, de bières qui soient en circuit court. Donc, c'est quelque chose qui résonne chez ces brasseurs-là. Donc, on sait que l'intérêt est là. Moi, je vous dirais, le téléphone ne dérougit pas. Les brasseurs ont hâte qu'on ait notre houblon. On ne suffira jamais à la demande pour les 5 prochaines années. C'est impossible. Les gens en veulent. C'est un beau problème, ça. C'est un beau problème. Oui. Notre défi, nous, étrangement, ce n'est pas un défi de développement de marché. C'est un défi d'accroître notre production. Donc, d'aller susciter des nouvelles productions de houblon. On voit que les gens qui produisent le houblon, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que ça pousse bien au Québec, ça, le houblon? Ou oui. C'est une plante difficile à faire pousser? Ou... La plante pousse. Par contre, pour la faire pousser sur une grande échelle et pour atteindre les standards de qualité dont on a besoin, c'est un défi technique. Ah bon? Ça ne se fait pas tout seul. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. C'est un bon défi, effectivement. Mais si tout est fait correctement et si le producteur est sérieux, ce que la plupart de nos producteurs sont, il n'y a pas de problème. C'est une plante qui va très bien pousser et qui va faire un très bon houblon, qui n'a absolument rien à envier à la concurrence qui vient d'ailleurs. Si vous étiez alimenté par plus de sociétaires, parce qu'il faut être membre de la coopérative, oui. Est-ce que ça pourrait impliquer une augmentation du nombre d'employés permanents, inévitablement? Absolument, absolument. Oui. C'est sûr qu'à terme, je parle dans un horizon de peut-être 2 à 3 ans, il va y avoir la création de postes chez Houblon Québec, sinon à temps partiel, au moins à temps plein. Mais à mesure que la production va augmenter, eh bien, les effectifs nécessaires pour la transformation vont eux aussi augmenter. C'est inévitable. C'est inévitable. L'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Okay. Donc, on peut penser que dans un horizon de 10 ans, il va y avoir quelques emplois de créer. Peut-être, ça pourra peut-être aller jusqu'à 5, 6 des emplois de temps plein, certainement, c'est sûr. Mais là, ça, c'est sans compter les retombées qui sont auprès des producteurs. Parce qu'avec Houblon Québec, le producteur qui veut se diversifier, aller faire une production qui est différente ou se lancer tout simplement dans le houblon en ayant une grosse production, avec Houblon Québec, c'est possible pour lui de le faire. Et avec la proximité d'Houblon Québec ici, s'il y a des producteurs dans les environs qui sont intéressés à le faire, ça devient très intéressant pour eux. Et ça, c'est pas une production qui n'a rien à envier au niveau des revenus qui sont... C'est une production qui est lucrative, qui est très, très, très intéressante. Et est-ce qu'éventuellement, Houblon Québec va sortir du cégep ou si jamais, à un moment donné, vous avez besoin d'agrandir ou... Oui, éventuellement, on n'aura pas le choix parce qu'actuellement, on a des petites installations, un séchoir, une machine pour faire la granulation. Mais éventuellement, on va être obligé de grandir. On va devoir avoir un séchoir qui va peut-être être 10 fois la superficie qu'il y a actuellement. Ça vous prend un hangar pour stocker votre houblon aussi? Oui. C'est sûr que ça va nous prendre des locaux qui sont plus gros que ça. Bon. Ça ne sera pas avec joie et avec anticipation qu'on va quitter le cégep parce qu'on aime beaucoup travailler avec le cégep. C'est un partenaire qui est très important pour nous puis avec lequel on travaille très bien. On a de très bonnes relations. Mais c'est sûr qu'éventuellement, l'entreprise, en grossissant, va avoir besoin... Mais là, on ne sait pas à quel futur... oui. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va arriver. Parce que là, comme tu me disais tout à l'heure, le défi actuellement, c'est pas d'alimenter les microbrasseries, c'est de vous faire alimenter par les producteurs de houblon. Absolument. Nous, on a 2 grands défis chez Houblon Québec. Continuer à développer nos processus de transformation dans une perspective de qualité totale. OK. Et développer aussi notre production au niveau des producteurs dans le champ. Donc, augmenter notre volume. C'est vraiment nos 2 défis. OK.
Mais il nous reste à peu près une couple de minutes, là. Mais Jordan Roy, là, est-ce que tu es un spécialiste dans le houblon? Comment ça se fait que tu as abouti à ce poste-là là, de permanent chez Houblon Québec? Bien, en fait, Houblon Québec cherchait un poste de direction générale. C'était le poste qui était ouvert. Il y avait besoin de quelqu'un pour le développement de l'entreprise puis l'administration. Moi, personnellement, ce que j'ai, c'est une maîtrise en administration qui a été faite à l'Université de Sherbrooke, dans la faculté d'administration, mais dans ce qu'on appelle l'IRECUS, qui est un institut qui forme des gestionnaires pour les coopératives. Donc, j'ai une maîtrise d'administration qui est directement reliée à ce travail-là. Et puis le houblon, bien, c'est une plante et c'est un sujet qui est passionnant. Quand je suis arrivé là, j'y connaissais presque rien, à part de savoir que ça entrait dans la fabrication de la bière. La bière, tout le monde le sait. Exactement. Mais au contact des gens qui font partie de la coopérative, c'est des passionnés. C'est des passionnés. Les gens sont des experts dans leur domaine, à chacun des niveaux du houblon. J'ai appris en un an comme j'aurais jamais pu imaginer que j'aurais pu apprendre l'information sur cette plante. Et là, à t'écouter parler, je pense que toi aussi, tu as eu la piqûre de la passion. Oui. Là. Définitivement. Ouais. C'est un monde qui est nouveau. Hein? C'est une culture qui est nouvelle. Les microbrasseries, oui, ça fait plus de 20 ans que ça existe, mais le boom récent qu'on voit, c'est nouveau aussi. Donc, les gens qui sont là-dedans, c'est des passionnés, c'est des visionnaires, c'est des fonceurs, c'est des personnes qui ouvrent le chemin. Puis la passion est là. On la sent à tous les jours quand on travaille avec ces gens-là. Bien, Jordan, je te félicite et je félicite tout le monde de Houblon Québec. Merci. Vous étiez les gagnants du Zénith économie sociale lors du gala qui s'est déroulé justement au Cégep au mois de mai 2013. Et on va suivre l'essor qui s'en vient de Houblon Québec. Bien, merci beaucoup, ça fait un plaisir. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.